Le 30 août dernier, les résultats d'une étude ont été publiés et c'est une étude un peu particulière parce qu'elle s'est intéressée spécifiquement à l'impact du Covid sur les violences intrafamiliales. Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Madame Persil. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est une étude qui a été menée par une équipe française. C'est une équipe conjointe qui l'a menée entre des professionnels des hôpitaux de Paris, notamment de l'hôpital Necker qui est réputé pour s'occuper des enfants malades, mais aussi d'autres chercheurs et chercheuses. Cette étude, elle a été menée sur un territoire géographique bien précis aussi, la région parisienne. Et a priori, c'est vraiment la première étude qui s'intéresse à une densité de population aussi grande sur lesquelles on peut faire des statistiques qui tiennent plutôt la route. Ils sont intéressés particulièrement à la région parisienne parce que c'est une population dense dont les 2/3 habitent dans des petits appartements et puis surtout c'est une population qui a pris de plein fouet aussi le Covid et ses différentes vagues. Il y a eu les confinements, il y a eu le télétravail, les centres sociaux ont été très perturbés, les accueils de crèches, les écoles, tout ça, il y avait plus. Donc c'est vrai que ça a généré une situation très atypique et c'est pour ça qu'ils se sont intéressés principalement à cette population. Et ils sont intéressés à quelque chose d'un peu spécifique, l'impact du Covid mais sur une certaine population d'enfants. Effectivement, les hôpitaux spécialisés pour les enfants, c'est des hôpitaux qui ont aussi des cas un peu rares, un peu techniques et notamment l'hôpital Necker, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est syndrome du bébé secoué avec toutes les séquelles que ça peut engendrer. C'est pour ça que l'équipe s'est posé la question de voir s'il y avait une différence. Ils ont analysé le nombre de cas de bébés secoués de la période pré-Covid, c'est-à-dire 2017 à 2019, et durant les 2 premières années de Covid. Ils considèrent que les bébés, c'est jusqu'à 12 mois. Donc tous les enfants qui ont peut-être eu des symptômes, mais qui étaient plus âgés, par exemple, ne rentrent pas dans cette étude. Alors il y a d'autres études avant eux qui s'étaient intéressées à l'impact de certains modes de vie sur les violences faites aux enfants. Et il y a des études qui déjà avaient corrélé certaines situations de famille qui pouvaient augmenter le risque de passage à l'acte. Par exemple, on sait que des personnes qui n'ont pas accès au travail ou qui ont des ressources qui d'un coup diminuent drastiquement ou qui n'ont pas de ressources simplement, des personnes qui sont intolérantes à la frustration, que parfois des troubles psychiatriques ou des violences intrafamiliales entre conjoints, c'est parfois des signes qu'on retrouve chez les personnes qui sont auteurs de violences de cette forme sur leur enfant. Il y a des études aussi qui prouvent bien que le fait que les services sociaux soient désordonnés, qu'il n'y ait plus une organisation qui soit là pour soutenir la parentalité de certaines personnes qui ont la responsabilité de leurs enfants, ça favorise en tout cas le risque de passage à l'acte. Tout ça, c'est des données qui sont effectivement documentées depuis très longtemps et on voit bien que le Covid, là-dedans, il a quand même réuni plusieurs facteurs d'un coup, puisqu'il y a eu des personnes qui ont perdu leur travail, qui ont vu leurs ressources diminuer. La plupart des services sociaux sont arrêtés ou au moins étaient désorganisés. Il y a eu de l'insécurité psychique, etc. puisqu'on savait pas où ça allait, c'était un nouveau virus. Dans certaines familles, le fait d'être tous ensemble tout le temps, ça a généré de nouveaux conflits. Alors pas chez toutes, il y en a qui s'en sont très bien sortis avec le Covid, ça a pu rénover des liens, mais dans certains cas, ça a largement aggravé certaines situations. Et ça, on peut pas le nier. Sur cette période, entre 2017 et 2021, ils ont accueilli 99 enfants atteints du syndrome de bébé secoué. Alors quelques statistiques comme ça, mais dans ces 99 enfants, l'âge médian était de 4 mois. Il y a eu 64 garçons, donc 33 filles. 87% d'entre eux avaient de nombreuses hémorragies, notamment des hémorragies au niveau de la rétine. 32% de ces enfants présentaient des fractures. 26% avaient des signes d'épilepsie. 20% avaient des lésions de la peau. Sur ces 99, 54% ont eu besoin de soins chirurgicaux dès qu'ils sont arrivés. Et malheureusement, sur les 99, il y en a 13 qui ont connu une fin tragique puisqu'ils sont décédés. Je suis désolé, je vous donne des chiffres, mais effectivement, c'est la réalité. Et secouer son bébé peut avoir des conséquences très graves. Du coup, dans leurs études, les chercheurs ont regardé un peu le taux d'incidence du nombre d'entrées d'enfants dans les services de soins avec ce genre de séquelles. Et ils ont essayé de comparer la première période de 2017 à 2019 à la période 2020-2021. Et dans leur étude, en 2020, le nombre de bébés secoués admis dans le service n'a pas trop varié. C'était assez stable en fonction des périodes de l'année. S'il y avait des variations, elles étaient pas significatives. Par contre, dès 2021, là le graphique est clair, on voit que les admissions par exemple en service de réanimation pour les bébés secoués ou en service de soins simplement, ça a explosé. Le taux d'incidence a doublé. Ça veut dire que sur une même période, il y avait 2 fois plus d'entrées d'enfants dans les services. L'étude est disponible sur internet, vous pouvez voir, il y a des tableaux, des graphiques, etc. avec les différentes blessures avec lesquels étaient amenés les enfants. Et c'est vrai que c'est des chiffres qui font quand même froid dans le dos. D'ailleurs, quand on regarde ce tableau, on va surtout s'intéresser à la dernière partie et on voit que là, le nombre de décès de bébés suite à des violences a été multiplié par 9. Le ratio, en tout cas, entre nombre de bébés secoués qui arrivent et ceux qui en meurent, le ratio a été multiplié par 9. Et c'est intéressant parce que dans cette étude, on aurait pu avoir plus d'enfants qui rentrent, mais la même proportion d'enfants qui en sortent. Là, on voit clairement qu'il y a eu 2 fois plus d'enfants qui sont rentrés en 2021, mais a priori, ça a été beaucoup plus difficile de les soigner parce que leur état était déjà trop dégradé. Et ce que tend à montrer cette étude, c'est peut-être que les violences se sont aggravées, ou en tout cas ont gagné en amplitude durant 2021. Ce qui veut dire, a priori, 2 choses. Soit les violences étaient plus importantes
et du coup les séquelles étaient plus graves, on n'a pas pu sauver les enfants, soit les enfants ont été ramenés plus tard à l'hôpital, leur état s'était déjà dégradé et on n'a pas pu les sauver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il semble y avoir un lien assez important entre le Covid et la pandémie sur les violences intrafamiliales, et sûrement sur l'impact psychologique dans lequel se sont retrouvés les parents ou les accompagnants. C'est d'ailleurs la conclusion de l'étude. Ils notent une forte augmentation de la sévérité des syndromes de bébés secoués en 2021 et aussi un doublement de leur fréquence. Une question se pose par contre, c'est pourquoi est-ce qu'en 2020, alors qu'on a eu 2 confinements et que les services étaient désorganisés, c'était la première fois que ça se passait, situation a priori ingérable ou en tout cas génératrice de grandes angoisses chez les parents, pourquoi est-ce qu'en 2020, il y a eu une stabilité? Et cette équipe de chercheurs tente une hypothèse. Leur hypothèse, c'est que c'est finalement pas les confinements et le fait que les personnes soient ensemble qui serait génératrice de plus de violence, mais ce serait a priori plus l'accumulation des différentes situations qu'on a dû vivre. Et à cause de ça, les gens ont accumulé de la détresse sociale, peut-être de la détresse psychologique aussi, qui n'a pas pu être prise en charge parce que finalement les services ont eu du mal aussi à se remettre. Donc voilà, a priori ce serait plus une saturation psychologique au niveau de certains parents qui d'un coup sont passés à l'acte. Secouer leur bébé à ce point-là, les parents le font pas forcément volontairement. Souvent c'est des parents qui sont à bout ou alors qui sont dans une détresse psychologique ou qui ont un profil psychologique qui est déjà particulier. Mais bien souvent c'est même les parents qui ramènent leurs enfants parce qu'ils respirent plus, il fait plus de bruit, ils bougent plus. Voilà, ça c'est des situations qui peuvent arriver et souvent les parents sont se retrouvent un peu démunis. C'est pas comme les violences éducatives où là pour le coup souvent c'est le choix des parents d'être violents avec leurs enfants pour les éduquer, pour leur faire comprendre des choses. Les bébés secoués c'est un peu différent. C'est plus souvent quand on est dans un état de fatigue, de stress, d'épuisement qu'on en arrive à ce genre de choses. Les chercheurs et les chercheuses reconnaissent que leur étude a quand même certaines limites parce qu'évidemment déjà dans leur recherche de population et dans les cas qu'ils ont accepté de rentrer dans cette étude, il fallait avoir au moins un des symptômes qui rentrent dans les symptômes des bébés secoués, donc souvent des traumas crâniens, des hémorragies internes ou ce genre de choses. Évidemment, leur étude, elle a ciblé que des enfants qu'ils ont reçus à leur hôpital, mais peut-être qu'il y a des situations qui n'ont pas été diagnostiquées, qui n'ont pas été vues, et qui du coup sont pas rentrées dans cette étude. Ils ont pris que des cas où il y avait des séquelles visibles, identifiables, et qui rentraient dans leur nomenclature. Parce que évidemment, moi quand j'ai vu les 99, je me suis dit, mais il y a que ça en fait. Mais non, c'est tous les cas qui étaient quand même assez graves, on va dire. Tous les cas de bébés secoués où finalement il n'y a pas eu trop de symptômes, ou en tout cas qu'ils n'ont pas été admis à l'hôpital pour ça, et ceux-là, ils n'ont pas trop été pris en compte. Clairement, dans leur conclusion, ils disent qu'ils auraient pu sûrement intégrer plus d'enfants dans leur étude, et sûrement que le taux d'incidence aurait grimpé en flèche, et on serait parti sur plus que x2, peut-être x3, x4, etc. C'est d'ailleurs une des craintes des scientifiques, que finalement ça sous-estime l'augmentation qu'il y a pu avoir dans les faits. On va sûrement attendre d'autres études de cette envergure pour pouvoir un peu les mettre en comparaison. Ils disent aussi que le taux d'incidence aurait pu être faussé si jamais il y avait une natalité plus importante en 2020-2021, forcément il y avait plus de bébés, donc forcément le taux d'incidence aurait pu grimper, mais les faits sont que effectivement la natalité a pas forcément augmenté pendant cette période. Elle a même eu tendance dans cette région à diminuer, ce qui viendrait augmenter le taux d'incidence de ce nombre de cas finalement. Quoi qu'il en soit, cette étude est quand même relativement importante parce que c'est la première de cette envergure qui souligne l'impact du Covid sur ce type de violence spécifique et qui vient nous prouver que les chiffres sont bien là. Le nombre de violences physiques envers des bébés a augmenté et la force de celle-ci et leur gravité a malheureusement explosé. N'hésitez pas à dire en commentaire d'ailleurs si vous êtes surprise ou surpris par ces chiffres et si vous avez lu l'étude et si comme moi vous êtes friand d'études de ce type. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas facile à tourner, j'espère avoir été clair dans mes explications. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne. Cette année, je pense faire un peu plus de vidéos de ce type. Donc merci à tous et à toutes pour votre soutien et à bientôt. Bye.